Certaines personnes qui trafiquaient dans le stup se sont aperçues que peut-être dans le foot c'était un peu moins dangereux parce que peut-être il n'y avait pas encore énormément de concurrence pour l'instant. Salut, je m'appelle Daniel Riolo, je suis journaliste à RMC, éditorialiste, je bosse également pour BFM parfois. J'ai commencé dans différents médias jusqu'à arriver, au début il y avait InfoSport, TPS, enfin il y a eu pas mal de médias, jusqu'à arriver à RMC en 2007. 2006, qu'est-ce que je raconte 2007 2006, avril 2006. Et puis voilà, ça fait maintenant 17 ans l'afterfoot, évidemment. S'installer dans la durée, quand on a cette chance, ça permet de créer quelque chose de fort, une super belle aventure avec toute une bande de potes maintenant, parce que ça fait, certes il y a Gilbert et moi au départ, mais au fil du temps on a construit quelque chose d'assez fort avec plein de personnes qui nous accompagnent depuis le début et surtout des boss qui nous soutiennent, qui nous aiment et qu'on aime. C'est vraiment une histoire fantastique. Moi je lisais beaucoup de magazines, de foot, mais pas que d'ailleurs, parce que je pense qu'à un moment je voulais être journaliste tout court. Le foot c'était un peu la cerise sur le gâteau, parce que si déjà tu veux faire ce que tu veux, mais en plus dans le ce que tu veux, il y a un bout de ta passion, bah là c'est bingo quoi, et j'ai eu cette chance, vraiment, parce que j'estime que c'est une chance. Pourquoi le foot? Parce que j'adore ça depuis que je suis petit, parce que c'est une culture chez nous, parce que c'est quelque chose que je suis depuis que je suis enfant, et voilà, c'est une passion, c'est quelque chose de profondément ancré en moi, comme à un moment, même comme le tennis, qui est une autre de mes passions. Parfois on me demande, ah ouais mais t'adores le foot, c'est ta passion, mais tu parles souvent de ce qui va pas. Alors oui, c'est vrai que je parle souvent de ce qui va pas, peut-être parce que en fait j'aime tellement ça que je dois l'idéaliser et que j'aimerais en extraire ce qui ne va pas. C'est évidemment fondamentalement impossible, donc je me résous à parler de ce qui ne va pas, de ce qui va aussi, parce qu'au final, si on devait faire réellement le bilan, ça doit être du 50-50, parler de véritables émotions, des choses qui nous plaisent dans l'émission, et effectivement des choses qui ne vont pas, et ça se fait souvent par le biais de livres, comme le dernier, donc KO Football Club, où j'évoque pas mal d'affaires qui ont secoué le football français, donc avec mon co-auteur Abdelkrim Branin, que j'embrasse. C'est pas un mal qui frappe uniquement le foot, parce qu'il y a plein de bouquins qui parlent d'affaires dans le monde politico-financier, dans plein de domaines. Donc nous, notre matière c'est le foot, donc le mal c'est des rivalités, qu'elles soient sportives ou économiques. Nous, ce qu'on a voulu raconter, si on devait faire un dessin, ce serait que le foot serait comme un gros gâteau, et on a noté ces dernières années de plus en plus de gens, de vautours qui tournent autour de ce gros gâteau et qui veulent tous grignoter une part, prendre une part de plus en plus importante. Ce sont tous ces joueurs de foot qui souffrent d'entourage de plus en plus voraces et qui veulent prendre une fameuse part de ce gâteau. Mais le mal, il n'est pas uniquement autour des joueurs de foot, il est également, puisqu'on raconte les affaires qui ont touché la Fédération française de football, c'est ce mal qui peut toucher parfois ceux qui atteignent une sorte de sommet de succès. Et c'est cette Fédération française de foot qui, après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, a complètement vrillé en excès de tout genre, et toutes ces affaires qui ont été révélées notamment par l'audit qui a été mené par le ministère des Sports, où on a noté effectivement de harcèlement moral, harcèlement sexuel. Il y a des gens dans l'univers du foot qui se sont dit, en tout cas quand on a rencontré des gens proches du milieu et également des enquêteurs qui de plus en plus mettent leur nez dans les affaires du football, on a pu entendre des phrases assez étonnantes comme quoi certaines personnes qui trafiquaient dans le stup se sont aperçues que peut-être dans le foot c'était un peu moins dangereux, parce que peut-être qu'il n'y avait pas encore énormément de concurrence pour l'instant, mais oui, que le monde du banditisme ou grand banditisme s'approche du foot. Après attention, on n'est pas dans la découverte. Le grand banditisme, il s'est intéressé à Marseille, déjà il était là dans les années 80-90, la mafia corso marseillaise. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus bien avant le nôtre. Nous, peut-être qu'on s'intéresse désormais à la nouvelle forme que ça a pris, notamment dans certains quartiers ou autour de joueurs qui viennent de quartiers, des amis peut-être un petit peu trop encombrants, un peu à l'image de ce qui peut se passer dans le milieu du rap. Pour l'instant, on ne peut pas dire que la Fédé se rende bien compte de ce qui se passe. Il y a eu pas mal d'affaires d'exercice illégal de la profession d'agent qui n'ont pas profondément touché la Fédé, qui s'est dit bon de toute façon c'est pas nos affaires.
Nous, on attribue les licences aux agents, les faux agents, on ne les reconnaît pas. Après, c'est au club aussi de faire attention. Si les clubs ouvrent la porte à n'importe qui, ça peut donner lieu effectivement à ensuite des formes de chantage ou des formes de racket. Les clubs, parfois, ils veulent le joueur à tout prix parce qu'ils se disent que ce joueur va apporter quelque chose à l'équipe. Et parfois, ils ne font pas attention, quand ils ouvrent la porte du bureau, à la personne qui est en face d'elle. Enfin, ça peut créer pas mal d'histoires assez embêtantes pour les clubs. Mais c'est au club de faire attention aussi. Il y a des clubs qui font attention. Un club comme l'OL fait très attention quand le directeur sportif décroche le téléphone. On fait attention à qui on a au bout du fil quand même. Il faut que ce soit des gens, des gens, on va dire, compétents et pas des agents improvisés de dernière minute, quoi. Pogba, l'affaire, elle est extraordinaire dans le sens où elle touche un footballeur de renommée internationale. Sa séquestration, elle a eu lieu en plus quasiment en marge d'un rassemblement de l'équipe de France. Elle est exceptionnelle aussi parce que c'est la première fois qu'un joueur de cette importance ose parler. Au départ, des amis d'enfance qui laissent la place à des bandits qui, avec des fusils à pompe, le menacent de devoir payer une somme très importante pour une protection. La famille est également mêlée parce que l'un des frères de Pogba a certainement été instrumentalisé ou lui-même s'est dit que son frère l'avait peut-être pas bien traité et que lui avait ensuite peut-être parlé à des gens à qui il n'aurait pas dû parler. On est dans une affaire assez grave qui, au final, a envoyé 2-3 personnes en tôle qui sont sorties. On parle de ça dans le milieu du foot, mais on peut dire également la même chose des comédiens, des artistes. Les gens qui les gèrent, les gens qui les entourent sont souvent très importants dans le développement de la carrière de la personne concernée. Enfin, le PSG aujourd'hui dans le top 10 en Europe, ça ne dépend que des dirigeants, plus que de Mbappé, d'être encore plus fort. Si un jour on se décide à gérer ce club normalement comme un club de foot et pas comme un club de foot et également une agence de cinéma et un babysitting amélioré pour joueurs capricieux, si on devient enfin un club normal, Mbappé profitera du club pour un épanouissement total et peut-être qu'on arrêtera de se faire taper en Ligue des Champions comme des enfants en 8e de finale. Si enfin on extrait du vestiaire tous les problèmes qu'il y a dans ce club et tous ces fameuses starlettes capricieuses, peut-être que Mbappé pourra s'épanouir dans un collectif bien meilleur. On verra. En tout cas, moi je ne lui conseille pas de partir. En tout cas, je pense que de toute façon cette année il va rester et je pense qu'il va donner peut-être une dernière chance au club de se gérer enfin normalement. On va voir. Je pense qu'il attend impatiemment, comme nous d'ailleurs, de savoir qui va être l'entraîneur et surtout quel sera le recrutement. Et après on verra bien ce qui adviendra de la saison à venir. Je pense que le club est tombé tellement bas que c'est un peu une sorte de dernière chance et pour le PSG et pour Mbappé qui, s'il voit que vraiment il n'y a rien à faire dans ce club et jamais ça sera géré normalement, il partira l'année prochaine. Dans l'esprit du groupe évidemment, évidemment qu'un joueur comme Mbappé qui est ultra exigeant ne peut pas supporter que des joueurs qui sont des stars dans le vestiaire ne soient pas là, ne répondent pas présents. Ce serait la meilleure nouvelle, c'est que toutes ces starlettes s'en aillent parce que des joueurs qui s'entraînent mal, ne font même pas 30 matchs par saison ou participent à des soirées qui abîment leur corps. Je ne peux pas en dire plus. Au bout d'un moment, c'est pas digne de sportifs professionnels. À partir du moment où les mecs ne font même pas 30 matchs dans la saison, comment tu veux construire un collectif? Quand t'es là une fois sur deux, on ne peut pas construire sur toi. Un match t'es là, l'autre match t'es pas là, une période t'es là, une période t'es pas là. Ça casse complètement le développement collectif d'une équipe en fait. Donc n'importe quel entraîneur pourrait t'expliquer ça. Donc je ne comprends pas que le club continue d'accepter ce genre de situation-là. Moi j'adore Messi, j'aime Messi avec l'Argentine, j'aime Messi avec le Barça, Messi avec le PSG. J'ai rien vu, quoi. Ça m'a servi à rien de le voir. Moi, je le trouvais mieux avant. C'est une réussite marketing. Il a fait vendre beaucoup de maillots, il a fait venir beaucoup de touristes à Paris, il a permis au marketplace de bien fonctionner, là, le second marché des places. Beaucoup de supporters se sont enrichis également en revendant leurs places à des touristes qui voulaient absolument voir Messi. Donc pour le business, ça a été bon pour tout le monde, hein, du supporter au club. Après, sportivement, rien, quoi, ça n'a rien apporté. À part 2-3 photos, quelques buts, 2-3 passes. La rencontre Messi-Paris, sportivement, c'est un échec total, mais de toute façon, j'ai jamais pensé que ça pouvait être une réussite, donc j'ai pas été déçu. Il va falloir que Campos mette son nez, il a très envie, lui, tout le temps, de se mêler du terrain, alors qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui ne supporteront jamais ça. Je pense à Thiago Motta, à Luis Enrique, Xabi Alonso. C'est pas le genre, ces mecs-là, à accepter qu'un directeur sportif soit là ou descendre sur le terrain, comme ça s'est passé
lors d'un PSG Lille au Parc des Princes. Un entraîneur normal se retourne et dit au directeur sportif: qu'est-ce que tu fous là, casse-toi. À moins que Campos ait la lucidité de dire: ok, je prends vraiment du recul et je fais mon métier, je laisse l'entraîneur faire son métier. Auquel cas, si c'est mon choix personnel, je fais venir Thiago Motta, qui est un gars du club, qui est un super entraîneur, qui va être réclamé par les plus grands clubs dans les semaines à venir. Donc autant le prendre chez nous puisque c'est un Parisien. Au moment où on se parle, la finale de l'Europa League n'a pas eu lieu. Si la Roma gagne, je pense que ça va donner un crédit énorme à Mourinho, et Campos et lui se connaissent très bien. C'est le jeu le plus horrible de la Serie A, ça va être le jeu le plus horrible en Ligue 1, en Coupe d'Europe. On va se faire chier, quoi, mais vraiment quoi. Zidane à Marseille, il va falloir qu'il y ait des moyens alors. Hein. Bah, après tout, il est né là-bas, c'est sa ville, sa famille serait certainement contente, ça ferait une magnifique... moi, je trouverais ça absolument génial comme histoire, très magnifique. Ouais, il a envie d'entraîner. Il n'y a pas beaucoup de places qui vont se libérer prochainement. Bah, franchement, je trouverais ça génial, quoi. L'Arabie Saoudite a de l'oseille, et que la rencontre entre l'Arabie Saoudite et des joueurs de foot qui aiment l'oseille, ça peut se faire. Cristiano Ronaldo y est allé, je ne sais pas s'il s'est beaucoup amusé. Il n'a même pas réussi à gagner. Bah écoute, si tous les mecs en fin de carrière veulent aller là-bas, que ça remplit les stades et que l'Arabie Saoudite pense que grâce à ça, ça va améliorer son image ou ça va renvoyer une belle image du pays, qu'ils le fassent. Si les joueurs acceptent qu'ils y aillent, je pense qu'il n'y a pas de joueurs de 25 ans qui iront là-bas. Hein. Franchement, ça me laisse totalement indifférent. Honnêtement, si on me demande de faire l'after en Arabie Saoudite pour 200 millions, je vais demander une journée de réflexion, parce que ça fait un peu homme d'affaires de demander une journée de réflexion. Je pense qu'au bout de 5 minutes, j'aurais décidé. Hein. Alors, je crois pas que l'avenir du foot se déplacera là-bas. On a cru ça de la Chine à une époque. Le Qatar s'était mis à recruter des retraités. Mais après, les clubs européens sont historiquement trop forts pour que, pour l'instant en tout cas, à moins d'une énorme révolution, ça bouge et que, je sais pas moi, que le championnat de l'Arabie Saoudite se mette à accueillir des stars même à 20 ans, quoi. Ça, j'ai du mal à y croire. Que ça devienne l'EHPAD du football, ça c'est possible, mais pas un championnat majeur, non. Donc est-ce que l'Arabie Saoudite tirera profit de faire venir des stars pour améliorer son image? Honnêtement, j'en suis pas certain, moi. Non, j'ai pas de pression, j'ai des procès, c'est pas pareil. Hein. Pression et procès, le procès peut déclencher une forme de pression. Les procès, c'est un peu chiant, ouais, parce que ça prend beaucoup de temps, ça occupe, bizarrement, ça donne l'impression dans l'opinion que parce qu'on te fait un procès, t'as tort, alors que jusqu'à preuve du contraire, bah, t'as pas tort. C'est juste que le mec t'attaque. Il attaque souvent un peu pour te faire taire ou pour te mettre la pression, justement. Mais tant que la justice se prononce pas, pour l'instant, j'en ai eu 3, j'ai gagné les 3. Bon, là, maintenant, il y en a d'autres en cours. On verra bien. Si jamais je suis condamné en diffamation, bah, ça voudra dire que ce que j'ai dit, j'avais pas le droit de le dire. Verratti, il lui a mis la pression, Verratti, hein, Jérôme. Tu lui as mis la pression, il lui a rien mis la pression du tout. Il a dit, Jérôme, tu devrais pas dire ça sur moi. Mais alors, c'est bon, Marco, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est vraiment. C'est quoi d'appeler comme ça? Non, mais les joueurs, il y en a plein qui m'ont téléphoné. Bon, maintenant, ils le font plus, ça sert à rien. Mais il y en a plein qui ont tenté de téléphoner à une époque. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Tu discutes, et puis voilà. Tu discutes, il dit, ouais, c'est chiant. Les mecs, souvent, en plus, sont pas méchants quand ils téléphonent. Il menace pas. Une fois, Deschamps m'avait appelé, franchement, il avait employé un ton qui m'avait pas plu. Donc je lui avais dit, excuse-moi, si je comprends bien, t'es en train de me menacer ou pas? Et il m'a dit, non, pardon, c'est pas ce que tu crois et tout ça, machin. Je dis, ah d'accord, ok, pardon. Derrière, on n'a plus jamais échangé un mot. Il y a eu un climat qui est devenu totalement glacial jusqu'au procès récent. J'ai jamais compris comment il avait pu me passer un coup de fil pareil, quoi. D'un sélectionneur de l'équipe de France, c'est un peu limite, quoi. Voilà, peut-être qu'il attendait que je me dégonfle à ce moment-là. Mais ce coup de fil, vraiment, j'ai jamais réellement compris. Beaucoup de joueurs qui m'ont téléphoné, ils n'ont jamais employé ce ton-là, quoi. Voilà. Et j'ai quand même le droit également de penser que sa gestion de Benzema à la Coupe du Monde est sujette à caution. Et que selon moi, on nous a caché quelque chose. Ça lui a pas plu, il fait un procès, la justice tranchera. Je ne crois pas le harceler. Je crois qu'on a le droit de critiquer Macron, on a le droit de critiquer Biden, Donald Trump, homme d'affaires. Didier Deschamps n'a pas le droit. Ok, très bien, on n'a pas le droit. J'ai effectivement la fâcheuse tendance et manie à répondre aux insultes. Bon, je sais que je devrais pas, mais je comprends toujours pas que quelqu'un puisse gratuitement comme ça, alors qu'il a juste à ne pas me follow ou ne pas m'écouter et il passe à autre chose. J'ai du mal à comprendre comment le gars peut venir insulter ou parler de ma femme ou d'un tel et tout, je comprends pas. Souvent le mec dit non, pourquoi t'insultes? Parce que la réputation c'est Riolo il insulte sur Twitter.
Ah bon, bah, qu'un mec vienne me dire si je l'ai insulté alors qu'il ne l'avait pas fait avant. Mais alors maintenant, j'ai découvert un autre truc, c'est que les gars ils disent mais non, je t'ai pas insulté. Alors j'ai un doute, je remonte les messages. Alors donc, malhonnête, c'est dire qu'à quelqu'un qu'il est malhonnête, c'est visiblement pas une insulte. Insulter la femme, donc c'est pas une insulte parce que c'est pas moi directement. En fait, voilà, c'est la notion d'insulte, elle a complètement dans la tête des gens, visiblement, j'ai pas. Donc oui, quand on dit à un journaliste qu'il est malhonnête, qu'il est payé ou qu'il fait ça par intérêt, ou parce que là, visiblement, les mecs comprennent pas que c'est une insulte. Bah si, bah écoute, moi je trouve que c'est pire que tout, je préférais qu'on me dise sale con plutôt que malhonnête. Mais bon voilà, donc les gens comprennent pas que quand ils insultent, on puisse de temps en temps répondre. Et dans la vraie vie, on ne rencontre que des gens bienveillants, formidables, l'After est une émission qui marche, on est beaucoup plus aimé que détesté, parce que je pense qu'au bout d'un moment, si t'aimes pas, bah t'écoutes pas, tu passes à autre chose. Voilà, hein, et au bout d'un moment, à un moment, les potes de mon fils disent ah, putain, eux ils adorent Verratti, ils disent que t'es un con de dire ça et tout. Déjà, j'espère que si un pote à toi dit que t'es un con, tu vas lui en coller une. Non, faut pas faire ça, pardon. Mais après ce qui s'est passé cette saison, le match contre le Bayern et tout, finalement, tous ses potes sont allés le voir et fait père, il avait raison. Bah, la Ligue 1, le 5e championnat, c'est les Français qui disent ça. C'est Vincent Labrune qui dit ça. Mais le 5e de quoi en fait? Je sais pas, c'est lui qui a inventé le concept. C'est du marketing. Mais si tu vas en Italie, en Espagne, cette histoire de Big Five, ils savent pas ce que ça veut dire. Ouais. Chaque année en Coupe d'Europe, on se prend des tartes dans la tronche. Donc je vois pas en quoi t'es Big Five. Ouais, à l'indice UEFA, pour l'instant, t'es 5e. En termes d'oseille, t'es 5e. Mais tu pourrais très bien être numéro 1 du Big Four de France, Portugal, Pays-Bas et j'en sais rien, Ukraine. Là, ça arrange Vincent Labrune de dire que tu es le dernier du Big Five où il y a Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne. Mais tu pourrais très bien être premier d'un Big Four avec les équipes de derrière. Donc voilà, tout ça, c'est juste des appellations, c'est du marketing. Tout ce qu'on voit, c'est que chaque année, tu te fais humilier en Coupe d'Europe contre des équipes en bois, quoi. Bah, je sais pas, les autres travaillent et nous, on rentre sur le terrain en Europa League en pensant que c'est facile, en pensant que si on joue des Belges ou des Ukrainiens ou des Portugais, c'est facile. Justement, parce qu'à force de dire qu'on est dans le Big Five, on pense qu'on appartient au groupe de devant. Je pense que si on disait qu'on appartient au groupe de derrière, peut-être qu'on aurait un peu moins de complexe de supériorité, peut-être qu'on aurait un peu moins le melon, on se la raconterait un petit peu moins, et on aurait un peu plus d'humilité au moment de jouer le Shakhtar, Bruges ou j'en sais rien, qui à chaque fois nous colle des tôles, quoi. Je sais pas, c'est à la honte encore ce qui s'est passé cette année en Coupe d'Europe, c'était minable. Je pense qu'il y a un vrai problème d'approche. Le football français est très prétentieux. Des clubs formateurs, ouais, enfin, je sais pas, quand tu regardes les résultats de l'équipe U20 au mondial U20, t'as perdu contre la Corée et la Gambie, quoi. Donc, excuse-moi, mais tu formes énormément de joueurs. Donc, comme tu as une quantité qui est monstrueuse, dans cette quantité, tu as des bons. Et comme ces bons, tu les envoies dès 19-20 ans à l'étranger, ils finissent leur formation, qui est la formation la plus importante, qui est celle dans la tête, qui est celle du sérieux que tu vas mettre au travail à l'étranger. Et après, l'équipe de France les récupère plus tard et en tire profit. Mais au départ, la formation, elle n'est pas si extraordinaire que ça. C'est juste que tu as une matière première qui est énorme parce que tu as un réservoir de joueurs monstrueux en Ile-de-France. Et c'est devenu une sorte de Silicon Valley où on a 1000 jeunes en Ile-de-France, dans les quartiers qui font du foot. Et sur cette quantité, bah, tu arrives à avoir plein de bons joueurs. Tu es le premier exportateur de joueurs dans le monde. Ah, mais sauf que quand ils se barrent à 19-20 ans, moi j'estime que en fait c'est un petit peu comme si tu avais des hectares d'orangers et les clubs étrangers viennent prendre les oranges. Mais c'est eux qui les pressent et qui les mettent dans les bouteilles. C'est eux qui en ont le jus. Nous, on a juste les oranges, quoi. Mais si tu sais pas comment bien les presser, bah, ton jus est pas bon. Nous, en fait, après, on garde un peu les moins bons qui jouent dans les clubs de Ligue 1 et ça donne les résultats en Coupe d'Europe. Les étrangers, ils prennent les meilleures oranges, ils font les jus et puis ils font jouer. Et voilà, mais c'est juste parce que tu as des hectares d'orangers, quoi. Quand on dit que la formation elle est bonne, mais elle n'est pas si extraordinaire que ça, hein, contrairement à ce qu'on dit.